Bonsoir, bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres de ce 19h. AQMI a-t-elle perdu l'une de ses figures les plus recherchées? Le djihadiste algérien Abou Zaïd aurait été tué lors d'un raid de l'armée française au Nord Mali. C'est une information de la télévision algérienne. Pour l'heure, l'Elysée ne confirme pas. Nous développerons cette page d'actualité avec notamment notre invité Pascal Canfin, ministre délégué en charge du développement. Le diesel bientôt autant taxé que l'essence, c'est une piste sérieusement envisagée par le gouvernement après un rapport de la Cour des comptes qui prône l'alignement de la fiscalité. La facture pourrait donc être largement plus importante pour le conducteur français. L'amnistie sociale épine dans les pieds des socialistes. Cette proposition de loi adoptée au Sénat fait des vagues. La droite s'insurge, les communistes estiment que le texte ne va pas assez loin. Nous y reviendrons à la fin de ce journal avec notre chroniqueuse parlementaire Tam Tranui. Abou Zaïd a-t-il été tué par l'armée française lors d'un raid au Nord Mali? C'est ce qu'affirme la télévision algérienne, mais l'information n'est pas confirmée encore par les autorités françaises. La mort de ce preneur d'otages sanguinaire, figure d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, porterait un sacré coup à l'organisation terroriste très active au Sahel. Mélanie Bontemps. C'est un des hommes les plus recherchés au monde. Abou Zaïd, figure d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, serait mort. On attribue à cet ancien trafiquant devenu djihadiste l'exécution d'un Anglais et du Français Michel Germano. Âgé de 46 ans, il apparaît pour la première fois en 2003 lors de l'enlèvement de 32 touristes européens. Devenu l'émir cruel et sans concession du Sahel, il instaure la terreur dans la région. La mort d'Abou Zaïd, si elle est confirmée, serait donc une véritable victoire. Mais en l'absence de confirmation malienne officielle, François Hollande préfère rester prudent. Des informations circulent. Je n'ai pas à les confirmer parce que nous devons aller jusqu'au bout de l'opération. Des tests ADN ont été effectués aujourd'hui sur 2 membres de la famille du terroriste afin de confirmer son identité d'après le quotidien algérien El Khabar. Les États-Unis jugent de leur côté ces informations très crédibles. La disparition d'Abou Zaïd changerait profondément la donne dans cette lutte entamée par la France contre le terrorisme. Je pense que les équipes de ce cheikh vont peut-être se désorganiser si on apportait ce coup à la tête de cette équipe. En attendant, l'opération militaire se poursuit dans le Nord Mali, où l'armée malienne a arrêté une 50aine de personnes à proximité de Gao et où les combats continuent dans les zones montagneuses, devenues le refuge de djihadistes parmi les plus radicaux. Et avec nous sur ce plateau, Pascal Canfin, ministre en charge du développement. Bonsoir. Bonsoir. Confirmez-vous cette information? Non, je reprendrai les propos du président de la République. Nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de confirmer cette information. Donc pas d'informations supplémentaires pour le moment? Non. Si cette information était confirmée, cela signifie-t-il la fin de la présence d'AQMI au Sahel, selon vous? Écoutez, notre objectif au Mali, il est simple, c'est d'assurer l'intégrité du territoire malien, même si cette information était confirmée, ce ne serait pas le cas. Et donc, de toute façon, notre action continuerait. Aujourd'hui avait lieu la clôture des assises du développement et de la solidarité internationale. Vous y étiez et ça s'est passé à l'issue après 4 mois de débats et de rencontres. Et c'est l'occasion de faire un point sur la contribution de la France à l'aide internationale. Le bilan avec Nathalie Guilloire. 9,3 milliards d'euros à l'aide publique au développement, la France était le 4e donateur mondial en 2011. Santé, éducation, malnutrition, agriculture, ces aides recouvrent tous les secteurs. La France est dans le haut du classement, mais les ONG préfèrent rester prudentes. L'aide publique au développement française a été jalonnée de promesses qui n'ont pas toujours été tenues, en particulier lors des grands sommets du G8, du G20, où les annonces sont fracassantes et pas toujours suivies d'effets. Justement, une loi de programmation doit permettre d'empêcher que ça se reproduise, doit permettre qu'on fixe un cap et qu'on s'y tienne. Concernant la destination des aides, il existe 4 partenariats différents. Pour la France, la priorité reste l'Afrique, car 34 des 49 pays les moins avancés sont des États africains. Autre inquiétude, l'aide européenne. La France est la seconde contributrice du Fonds européen de développement. Pour les ONG, pas question de lâcher du lest sur les moyens. Elles demandent que la France tende vers l'objectif mondial fixé par l'ONU, celui de consacrer 0,7% du PIB à l'aide au développement. Pour le moment, la France est à 0,4%, cela représente un manque de 5 milliards d'euros. Il faut éviter l'effet domino. On est dans une situation de crise à l'échelle européenne que tout le monde connaît. Si la France lâche sur les 0,7,
il est évident que beaucoup d'autres pays européens vont s'engouffrer dans la brèche, ils n'attendent que ça pour pouvoir dire de toute façon la France a lâché, nous aussi on ne va pas les faire. L'enveloppe proche de 10 milliards d'euros par an est pour le moment maintenue pour 2013 et 2014. Mais François Hollande a précisé que si le pays renouait avec la croissance, le montant de l'aide au développement augmenterait. Pascal Canfin, vous étiez au Mali il y a une semaine pour annoncer la reprise de l'aide française. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour le Mali? Concrètement, ça veut dire 150 millions d'euros qui avaient été suspendus en raison du coup d'État l'an passé et qui sont donc repris. Pour faire quoi? Pour faire par exemple une station d'épuration qui va permettre de donner l'eau potable à 100 000 personnes à Bamako. Ce sont des exemples concrets aussi, le rétablissement de ponts, de bacs pour traverser le fleuve Niger. Il faut savoir aujourd'hui qu'au Mali, parce que des ponts ont été détruits ou parce que les bacs qui permettent de traverser le fleuve Niger ont été détruits, sur 1000 km, il est impossible de traverser le fleuve. Vous imaginez le dysfonctionnement que ça représente. Des écoles, 800 000 enfants au Mali sont déscolarisés à cause, non pas de l'intervention française, mais à cause de ce qui s'est passé depuis un an par les groupes terroristes et l'occupation du Nord Mali. 800 000 enfants, il faut absolument réussir la prochaine rentrée scolaire, qui est fin septembre au Mali, de façon à ce que ces enfants ne puissent plus être embrigadés par les groupes que nous combattons. Donc autant d'exemples qui montrent l'utilité et l'importance de l'aide publique au développement au Mali comme ailleurs, et au Mali en particulier. Ma responsabilité, c'est de faire en sorte que nous gagnions la paix. Nous sommes engagés dans l'intervention militaire, elle est essentielle, mais dans la durée, ce qui fera qu'on assurera la stabilité du Mali, c'est de gagner la paix, à savoir le dialogue politique, c'est la responsabilité des Maliens d'abord, et l'aide au développement. Avec cet accompagnement, on tire aussi les leçons peut-être de situations qui sont plus des échecs. On pense à l'Afghanistan. Oui, bien sûr. Et ce que nous essayons de réussir au Mali, c'est justement ce qu'on appelle la réhabilitation, c'est-à-dire les 6 mois qui viennent. C'est pas vraiment lié à l'humanitaire. L'humanitaire, c'est apporter des programmes alimentaires, des médicaments auprès de personnes qui sont totalement démunies. Ça, on le fait. Il y a 400 000 personnes au Mali qui sont aujourd'hui réfugiées ou déplacées et 200 000 à peu près qui sont dans des camps à l'extérieur du Mali que j'ai eu l'occasion d'aller rencontrer. Il y a une aide humanitaire. Il y a des grands projets de développement qui vont reprendre leur cours progressivement au Mali. Et puis, il y a, ce que je disais, réussir les 6 mois. Faire en sorte, par exemple que les personnes déplacées et réfugiées puissent rentrer chez elles. Et elles ne rentreront chez elles que si les routes sont sécurisées. S'il n'y a pas de grenade, par exemple, s'il n'y a pas de grenade au bord de la route qui fait qu'un enfant va la prendre et va se faire exploser le bras. J'ai visité un hôpital dans le centre du Mali où j'ai vu des jeunes qui avaient malheureusement une amputation de la main ou du bras parce qu'ils avaient trouvé une grenade non explosée. Tout ce travail-là, c'est dans les 6 mois qu'on va le faire et c'est exactement ça l'utilité, la plus-value de notre aide au développement. Alors justement, la France organise avec l'Union européenne la conférence des donateurs pour le développement du Mali qui aura lieu à Bruxelles en mai. Quels sont les enjeux, quels sont les objectifs? Les enjeux et les objectifs, c'est tout simplement de mobiliser la communauté internationale sur le montant le plus élevé possible au bénéfice du Mali et des États voisins, parce que ceux-ci sont aussi impactés par la crise malienne. Et donc nous mobilisons et aujourd'hui la France a un rôle clé. Elle a un rôle clé, on le voit bien dans l'intervention militaire avec les forces africaines de la MISMA. Elle a aussi un rôle clé pour mobiliser la communauté internationale, mais nous ne voulons pas, par définition, le faire seul. C'est pour ça que nous sommes main dans la main avec l'Union européenne, avec les commissaires en charge de ces questions, et que nous organiserons cette grande conférence internationale à Bruxelles, sous coprésidence française et Union européenne. C'est une question que tout le monde se pose. L'Union européenne et la France en particulier ont-elles les moyens d'aider le Mali et d'aider au développement de ces pays, alors que l'Union européenne et la France en particulier sont en crise? Les Français peuvent ne pas comprendre peut-être aussi ces aides. C'est une question tout à fait légitime. Au niveau européen, les dernières négociations sur le budget ont sanctuarisé le budget de l'aide publique au développement. Et au niveau français, ce que nous avons fait cette année dans le projet de loi de finances, c'est que nous avons, stabilisé notre effort budgétaire de solidarité internationale en prenant une partie de la taxe sur les transactions financières de façon à ce que, symboliquement, nous prenions à la finance
pour donner aux plus pauvres de la planète. La France est le premier État à le faire. Je trouve que c'est un symbole très fort. Mais votre question est légitime. Nous avons d'ailleurs fait un sondage pour vous donner un élément de réponse. 72% des Français pensent qu'il faut maintenir, voire augmenter l'aide en matière de solidarité internationale, malgré la crise. Nous avions posé la question comme ça. Tout ça pourquoi? D'une part parce que ça correspond à nos valeurs, mais aussi parce que ça correspond à notre intérêt. Regardez ce qui se passe au Mali. S'il n'y a pas de développement, s'il y a une extrême pauvreté, il n'y a pas de sécurité et donc il y a une instabilité qui nous coûte beaucoup plus cher que l'aide au développement. Il n'y a pas que l'État qui met la main à la poche en ce qui concerne l'aide au développement, il y a les collectivités locales également. Tout à fait. 5000 collectivités locales en France ont des partenariats. Les collectivités locales sont elles-mêmes en difficulté financière. Oui, mais 5000 collectivités locales en France ont des partenariats avec des pays du Sud, des régions, des villes. Mais encore une fois, pourquoi elles le font ? Pas pour dépenser de l'argent, pour le plaisir de dépenser de l'argent. Elles le font parce que ça permet de résoudre des enjeux qui sont fondamentaux. Il y a aujourd'hui 1,3 milliard d'êtres humains, d'hommes et de femmes, qui vivent avec moins de 1 euro par jour. 1 euro. Donc on n'est pas là dans de la dépense pharaonique. On est dans de la solidarité fondamentale qui est quelque part aussi la raison d'être de notre humanité partagée. Et donc c'est une politique très important, je dirais, que puisque ces assises, je les ai dédiées à Stéphane Hessel, qui était un grand militant de la solidarité internationale. Je trouve que cette politique de développement, c'est une belle politique. C'est une belle politique parce que c'est une politique qui est ouverte sur le monde, de solidarité internationale et qui permet de tirer la mondialisation vers le haut. Et encore une fois, c'est conforme à nos valeurs de solidarité, c'est aussi conforme à notre intérêt. C'est pourquoi nous avons fait le choix très fort de ne pas la sacrifier malgré la crise. On va parler également de ce qui se passe en France. Pourquoi le diesel est-il moins taxé que l'essence? Un rapport de la Cour des comptes pointe cette différence de traitement et estime que le manque à gagner pour l'État est de 7 milliards par an. En effet, 60% des Français utilisent du gazole. Les détails avec Jérôme Rabier. C'est une exception française et pas forcément une bonne nouvelle. Le parc automobile hexagonal est majoritairement composé de moteurs diesel. En cause, un tarif moins élevé que l'essence grâce à un taux d'imposition plus faible, qui représente 18 centimes par litre de carburant. La Cour des comptes estime qu'il faut aligner la fiscalité du diesel sur celle de l'essence, une mesure de bon sens pour les militants de taxes écologiques. Il faut aujourd'hui modifier cette fiscalité pour arrêter ce signal totalement contre-productif envoyé à ceux qui achètent des voitures. Le diesel entraîne à la fois une perte de recettes pour l'État, mais aussi des dégâts sur la santé, sur l'environnement, qui sont extrêmement coûteux à l'ensemble de la société. Car si le diesel dégage moins de CO2 que l'essence, il produit des particules fines classées comme produits cancérigènes par l'Organisation mondiale de la santé. Pourtant, le bonus-malus écologique, qui ne prend pas en compte les particules fines, incite à acheter des moteurs diesel, sur lesquels les constructeurs français, PSA en tête, ont massivement parié. Augmenter la fiscalité pourrait les mettre davantage en difficulté et également peser sur le pouvoir d'achat des Français. On ne peut pas à la fois avoir un principe de bonus-malus écologique qui incite à l'achat du véhicule diesel parce que c'est ceux qui émettent le moins de CO2 et en contrepartie une politique fiscale sur les prix du carburant qui tend à augmenter les prix. Ce n'est pas possible, c'est un principe de double peine. La ministre de l'écologie Delphine Batho se déclare favorable à un alignement progressif des taxes diesel sur ceux de l'essence qui pourrait être mis en place dès l'an prochain. Difficile d'y voir cependant une véritable volonté écologique puisque le kérosène utilisé par les avions, moyen de transport le plus polluant en activité, restera lui exempté de toute fiscalité. Pascal Canfin, il y a ce qui est souhaitable et ce qui est réalisable. Alors l'augmentation de la taxation du diesel est-elle réellement envisageable quand on sait par exemple que PSA est le premier dieseliste mondial? Taxer davantage le diesel reviendrait à mettre un peu plus en difficulté Peugeot, Citroën. Juste un mot par rapport au reportage. C'est un rapport de la Cour des comptes, c'est pas une décision du gouvernement. Donc il n'y a pas d'arbitrage aujourd'hui qui sont rendus. Pour le moment, après la ministre Delphine Batho s'est exprimée suite au rapport de la Cour des comptes. Mais est-ce que l'augmentation... Je vais répondre à votre question, mais c'est pour clarifier les choses. Oui, est-ce que vous trouvez normal que le gouvernement, l'État, subventionne un produit cancérigène ? Le principe même, est-ce que vous trouvez normal qu'on subventionne un produit cancérigène? Est-ce que vous trouvez normal qu'on subventionne un produit que l'on doit importer? Parce que notre système de raffinerie est fait
pour que, en fait, il faut qu'il raffine du super, de l'essence, mais pas du diesel. Donc il y a beaucoup d'incohérences. Donc c'est normal de remettre les choses à plat. Et je vais vous dire, lorsque j'étais président de la conférence environnementale que le gouvernement a lancée, je présidais le groupe sur la fiscalité écologique, justement. Et la représentante de la CGT est intervenue, nous abordions cette question de la fiscalité diesel. Je me disais évidemment qu'il allait dire quelque chose pour défendre la fiscalité basse sur le diesel. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il y a un problème de santé publique très clair. En plus, en ayant cette orientation favorable au diesel, nous avons emmené PSA dans une impasse. C'est une spécificité française. Et donc, le marché français pour PSA, c'est un tout petit bout du marché mondial, du marché européen. Mais quand vous êtes spécialisé sur une niche diesel, alors que tous les autres pays d'Europe et du monde ont pris conscience que c'était un produit cancérigène et que donc ils n'ont aucune subvention particulière, vous spécialisez notre appareil automobile, notre appareil industriel, dans une impasse. Donc il faut convertir tout cela, à la fois pour des raisons de santé publique, mais aussi, et c'est peut-être le grand paradoxe, mais aussi pour des raisons économiques et industrielles. Évidemment, il faut le faire dans le temps. Évidemment, il faut le faire dans le temps. Il ne s'agit pas de le faire demain matin, mais il faut envoyer le signal très clair, parce que c'est quand même une énorme aberration de subventionner un produit cancérigène, qui donc est très négatif pour la santé publique et qui coûte très cher à la sécurité sociale. Mais c'est pour ça que je fais ces propos sur le kérosène. Le gouvernement n'a jamais pris position sur le kérosène, ni pour ni contre, sur l'exonération fiscale sur le kérosène. Évidemment, en tant qu'écologiste, ça va de soi, je suis favorable à ce que la fiscalité sur le kérosène augmente, ou plutôt que la niche fiscale, c'est-à-dire la subvention sur les kérosènes, soit diminuée. Parce que ceux qui prennent l'avion ont objectivement les moyens de payer quelques euros de plus leur billet d'avion et qu'on arrête de subventionner le kérosène. Il faut savoir qu'en France aujourd'hui, il y a 22 milliards par an de subventions anti-écologiques. Et donc c'est ça le financement de la transition, c'est d'aller chercher cet argent là où il est. Pascal Canfin, merci. D'être venu sur notre plateau. Comme chaque soir, nous avons posé une question aux internautes avec notre partenaire le nouvelobs.com. Faut-il taxer davantage le diesel? Et alors, on découvre ensemble la réponse. Oui, à 46%, mais une majorité de nos internautes, 50%. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et oui, à 46%. Merci d'être venu sur notre plateau. Une agriculture plus respectueuse de l'environnement, c'est le principe de l'agroécologie, nouvelle marotte du ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll et de Delphine Batho, ministre de l'Écologie. Est-ce le début d'une prise de conscience des agriculteurs? Cécile Sixou a mené son enquête dans les allées du Salon de l'Agriculture. Pesticides, pollution des eaux, agriculture intensive et écologie n'ont jamais fait bon ménage. Les réconcilier, c'est l'objectif de Stéphane Le Foll avec l'agroécologie. Une nouvelle manière de produire moins consommatrice, entre autres d'énergie et d'eau, mais toujours aussi rentable. Le projet de l'agroécologie, c'est de considérer enfin qu'il ne sert à rien d'opposer la dimension écologique à la dimension économique dans l'agriculture, mais qu'au contraire, en liant les deux, on s'ouvre des potentialités très importantes pour un grand pays comme le nôtre. Des potentialités, pourtant l'idée n'est pas si novatrice que ça pour les agriculteurs. J'ai pas le sentiment, n'étant pas quelqu'un de travaillant en bio, de ne pas respecter l'environnement et les pratiques qu'on applique aujourd'hui. Chez les jeunes agriculteurs, on attend de voir le projet. Si c'est des contraintes environnementalement seules, cet environnemental-là, on dit non. Si c'est demain un environnement où l'agriculture est engagée dans une démarche qui fait que derrière on crée de la valeur ajoutée, on crée d'autres partenariats, d'autres façons de coopérer avec l'environnement, avec le territoire, là on dit oui. Convaincre les agriculteurs, c'est aussi l'objectif de Delphine Batho. Elle travaille main dans la main avec le ministre de l'Agriculture. C'est un projet fédérateur dans lequel il faut les entraîner, il faut les convaincre. Mais je pense qu'ils peuvent tout à fait comprendre que c'est en même temps le moyen pour l'agriculture française de tirer son épingle du jeu dans l'environnement de la mondialisation, dans l'environnement européen. L'Europe, justement, projette de verdir son agriculture, une réorientation sur laquelle mise Stéphane Le Foll, car les aides de la PAC pourraient soutenir l'agroécologie. Mais encore faut-il pour cela que la politique agricole commune soit votée par les députés européens en juillet prochain.
Laurence Parisot annonce clairement et officiellement la couleur. La présidente du MEDEF brigue un 3e mandat à la tête de l'organisation patronale. Mais pour ce faire, il faut changer les statuts, ce qui doit être validé par le Conseil exécutif et l'Assemblée générale du MEDEF. François Hollande et son Premier ministre sont au plus bas dans les sondages. Le président de la République a ainsi perdu 5 points de confiance dans le baromètre TNS-Sofres. L'exécutif contre-attaque et lance une vaste opération de communication pour vanter son action. Coût global de cette campagne à la radio, sur le net et dans les journaux, 6,5 millions d'euros. C'était un engagement du précédent gouvernement. En 2015, tous les lieux publics, y compris les transports, devaient être accessibles aux handicapés. À 2 ans de l'échéance, on en est encore bien loin. C'est le constat dressé par la sénatrice Claire-Lise Campion. Illustration avec Joachim Rob. Chaque jour, la même galère. Alain se déplace en fauteuil roulant, mais à Paris comme ailleurs, pas facile de prendre les transports en commun. Le métro, seule la ligne 14 est entièrement équipée pour accueillir les handicapés. Le bus, théoriquement plus accessible, sauf que les plateformes d'accès sont souvent en panne. Quand j'ai des rendez-vous, je me déplace 1 heure, 1 heure et demie avant le rendez-vous parce que je suis certain que je suis obligé d'attendre les bus. L'attente, la frustration, c'est le quotidien de nombreux handicapés. Difficile, par exemple, de retirer de l'argent à ce distributeur. Une marche bloque le passage. On est déjà diminué et on nous pénalise encore avec la non-accessibilité des distributeurs de billets, des choses les plus courantes que l'on doit faire dans la vie. Cinéma, restaurant, mairie. En 2015, tous les bâtiments publics, tous les transports en commun devront être accessibles aux personnes handicapées. Un objectif difficile à atteindre, selon la sénatrice Claire-Lise Campion, qui a remis aujourd'hui au Premier ministre son rapport sur le sujet. Nous faisons un constat qui est un constat en demi-teinte. Beaucoup de choses ont avancé, mais en même temps, la France entière n'y sera pas. Claire-Lise Campion avance donc 40 propositions pour améliorer l'accessibilité. Reste la question des coûts et des fonds débloqués en cette période de rigueur budgétaire. Il y a aussi, je pense, et j'en suis convaincue, possibilité de faire mieux avec peu de moyens supplémentaires ou avec seulement quelques moyens supplémentaires. Des moyens et des mesures qui devraient être précisés en juin lors du prochain comité interministériel du handicap. La possibilité d'un référendum initié par les citoyens, mais aux conditions inapplicables, ou encore la reconnaissance du vote blanc. Tout ce que vous avez manqué au Sénat cette semaine est résumé par Nadia Belromari. Jamais le référendum d'initiative partagée n'avait été approuvé par le Sénat. C'est désormais chose faite avec un texte voté jeudi à l'unanimité. Mais à droite comme à gauche, on sait bien que ce ne sera jamais appliqué. 1/10 de la population, soit 4,5 millions de personnes, devront notamment signer une pétition pour ce référendum. Celle contre le mariage pour tous avait réuni 700 000 personnes seulement. L'article 11 de la Constitution, il est en trompe-l'œil. Parce que beaucoup de nos concitoyens croient que cet article 11 instaure un référendum d'initiative populaire. Eh bien, c'est faux. Cet article 11 instaure un référendum d'initiative partagée. Si le Parlement, suivant cette procédure, rejette, quand bien même y aurait-il d'ailleurs une forte majorité dans le peuple français, eh bien, le rejet sera définitif. L'obligation de recueillir la signature d'1/5 des membres du Parlement, ce qui correspond aujourd'hui à 185 parlementaires, revient en réalité à ne confier l'opportunité du déclenchement de cette procédure qu'entre les mains de l'UMPS. C'est-à-dire que c'est entre les mains des 2 grands partis politiques. Le texte repart pour une 2e lecture à l'Assemblée nationale. Le vote blanc et le vote nul, ce n'est désormais plus la même chose. Le premier sera comptabilisé séparément du second. C'est ce qu'a décidé jeudi le Sénat. Reconnaître le vote blanc dans la pratique du suffrage universel est une démarche d'importance. Le vote blanc n'est pas uniquement l'expression de gens indécis, indifférents ou sans opinion. Mais les votes blancs ne seront pas pris en compte dans les suffrages exprimés aux grandes dames des écologistes.
Comptabiliser séparément le vote blanc est un premier pas important dans la prise en compte des électeurs votant blanc, mais ce n'est pas suffisant. Si l'électeur veut indiquer qu'aucun des candidats ne lui sied, son opinion doit pouvoir être reconnue et non pas simplement comptabilisée, mais pas prise en compte. C'était une mesure réclamée par la gauche de la gauche. Mercredi, le Sénat a garanti une amnistie sociale pour des actes commis sur la période 2007-février 2013. Trop de sanctions injustes ont été infligées. Ces sanctions n'avaient d'autres objectifs que d'éteindre toute velléité de contestation. Oui, mais il s'en est fallu de peu que le texte ne soit pas voté. Faut-il inciter ces militants à ne pas respecter la loi de tous? Voulons-nous d'un pays où le militantisme syndical sème la pagaille ou la terreur? Je crois que nous faisons œuvre utile et surtout que nous faisons là œuvre de justice. C'est désormais aux députés de se prononcer. Et nous accueillons sur ce plateau notre chroniqueuse Tam Tranui. La proposition de loi communiste sur l'amnistie sociale a été adoptée mercredi au Sénat. Et depuis, la polémique ne cesse d'enfler et ce n'était pas l'effet recherché. Effectivement, c'était à peu près le contraire qui était recherché puisqu'en votant ce texte, les socialistes recherchaient l'apaisement avec les communistes avec lesquels ils ont une relation plutôt houleuse, disons ici à la Haute Assemblée. Alors leur stratégie en 2 points, adopter le texte pour satisfaire les communistes, mais aussi bien restreindre son champ d'application, arriver en quelque sorte à une version à minima. C'est ce qui a été fait. L'amnistie concerne seulement l'atteinte aux biens et pas l'atteinte aux personnes. Les peines de prison de 5 ans et non de 10 ans comme c'était prévu au départ. Et puis sont sortis du texte les faucheurs OGM, les militants écologistes, les personnes cachant des enfants sans papier. Bref, la loi ne s'applique qu'aux conflits liés au travail et au logement. Le résultat, c'est que même si l'intention y était, eh bien, personne n'est satisfait. Les syndicalistes jugent le texte trop restrictif. Jean-Luc Mélenchon, qui était le principal porte-voix de ce texte, on se rappelle qu'il avait menacé de pourchasser jusqu'au dernier village de France ses anciens camarades socialistes s'ils ne votaient pas le texte. Eh bien, lui s'est déclaré consterné par les négociations de couloir et il trouve que le texte a été vidé de sa substance. Et puis, bien sûr, l'opposition, elle, s'est engouffrée dans la brèche. Cette loi clientéliste, ce chèque en blanc pour la violence, cette gifle au dialogue social. Pierre Charon et Éric Woerth n'ont pas mâché leurs mots, Et puis que ce soit Rachida Dati, qui est candidate à la mairie de Paris, ou bien Laurence Parisot, candidate à sa propre succession au MEDEF, eh bien cette loi électoraliste est tombée à point nommé pour nourrir leur propre campagne. Au-delà de la polémique politique et de la recherche d'apaisement avec les communistes, il s'agissait aussi d'un geste social pour la majorité, dans un contexte où les plans sociaux se multiplient. Oui, effectivement, parce qu'entre les PSA Aulnay, les Goodyear, Petroplus, Florange et j'en passe, eh bien les dossiers brûlants s'accumulent sur le bureau d'Arnaud Montebourg. Et face à l'ampleur du phénomène, l'État concède ce geste social, mais un geste qui peut avoir des conséquences potentiellement explosives. On sait que Manuel Valls y est opposé et qu'il s'est inquiété il y a plusieurs semaines déjà des risques de radicalisation des mouvements sociaux. Et cette loi, c'est donc une façon de reconnaître officiellement non seulement la légitimité de ce combat, mais c'est aussi la légitimité de cette violence. Et c'est d'ailleurs ce qu'a déclaré dans l'hémicycle la sénatrice socialiste de l'Oise, Laurence Rossignol, je cite, « Le Sénat a voté l'amnistie de leur légitime violence ». Elle s'exprimait alors à propos des Conti, les Continentales de Clairoy, dans son département, une déclaration qui fait directement allusion à la légitime défense, mais on pense aussi aux théories du sociologue allemand Max Weber, pour qui seul l'État a le monopole de la violence légitime. C'est même pour lui la définition de l'État, son essence. Eh bien, l'amnistie sociale vient directement contredire ce principe fondateur. Merci Tam pour toutes ces explications. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez Fleur Pellerin, la ministre déléguée à l'économie numérique et l'invité de Parlement Hebdo. Très belle soirée sur Public Sénat. Comment construit-on des mosquées aujourd'hui en France? Et qui pour les gérer? Il en existe aujourd'hui 2200 et 200 sont en projet. La mairie nous a aussi demandé de faire de ça une vraie mosquée, un vrai symbole. Il ne faut plus qu'on voit des mosquées de cave ou de garage. Un lieu de prière tel que celui-ci manque aujourd'hui cruellement pour les musulmans, mais au-delà pour toute la ville, un lieu
je dirais, décent. Enquête en région lyonnaise dans ce premier numéro d'Affaires à suivre. Dimanche à 11h15 sur Public Sénat.